Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commandeur. On est reparti pour de nouvelles deck tech. Si vous souhaitez regarder d'autres interviews sur d'autres decks compétitifs du format, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui s'affiche pour découvrir les autres vidéos de la chaîne dédiée au Duel Commander. Cette fois, on va parler d'un nouveau général avec un nouvel invité que vous avez déjà croisé lors des annonces comité de la chaîne. Je veux bien sûr parler de Mars. Salut Mars. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es pour la communauté Duel Commander tout simplement? Donc, Martial Moreau, aussi connu sous le nom de Mars, ancien membre du comité, joueur de DC depuis que le format existe, en fait. Ancien joueur compétitif aussi, j'ai joué à peu près tous les niveaux de compétition de la FNM au Pro Tour. En tant que joueur, du coup, aimant piocher le bleu et le blanc, tu es venu nous présenter quel général? Donc, je suis venu vous présenter Shorikai Genesis Engine, le nouveau général blanc-bleu sorti dans les packs Commander de Kamigawa Neon Dynasty. Je suis content que tu aies accepté de venir parler de ce général parce qu'il est quand même très nouveau, parce qu'il est sorti il y a peu de temps et montre déjà des signes très prometteurs. Il a fait énormément de top 8 quand même depuis un mois d'existence seulement. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce général justement? Donc en fait, c'est un véhicule pour 4 mana. On peut payer un mana, l'engager pour piocher 2 cartes, défausser une carte, faire un jeton 1-1 incolore pilote. Et ce jeton peut crew les véhicules comme s'il avait une force de 3. Et du coup, le général est un gros véhicule qui peut s'animer en 8-8 avec crew 8. Donc il faut 3 pilotes pour le crew. Donc le gros avantage de ce général, surtout dans l'optique du deck, c'est que ça reste un moteur de pioche en command zone. Donc pour un deck contrôle, c'est très très agréable d'avoir un moteur de pioche accessible tout le temps. Et comme c'est un véhicule et non une créature, il est beaucoup plus compliqué à gérer que les autres généraux de ce type. Genre par exemple dans blanc-bleu, le général auquel on pense tout de suite, c'est Ojutai, qui a besoin d'attaquer pour pouvoir faire son card advantage. Là, au moins, il n'a pas besoin d'attaquer et il ne prend pas les anti-bêtes. Donc, on a un moteur de pioche qui est quand même assez stable et intouchable en command zone. Ok, donc du coup, tu nous proposes un général qui a un coût relativement faible, on va dire. C'est quand même 4 de mana, c'est peut-être pas rien. T'en penses quoi, toi? Oui, 4 de mana, c'est vraiment un coup très très correct. L'avantage, c'est que enfin, dans ce format, les généraux les plus compétitifs sont toujours ceux qui coûtent le moins cher. Et du coup, 4 mana, on est dans une catégorie assez peu chère, surtout pour un général de contrôle. Et l'avantage, c'est qu'on peut très facilement le poser et l'activer dans le tour, sachant qu'on n'a pas vraiment envie de le poser le plus vite possible. Comme ça, on préfère le poser avec protection ou au moins en pouvant l'activer. Ah, mais du coup, les véhicules, ils ont le mal d'invocation, tu peux quand même activer la capacité pendant le tour où il arrive en jeu? Alors, en fait, c'est les créatures qui ont le mal d'invocation, pas les artefacts. Tant qu'il n'est pas animé, ça reste un artefact, donc tu peux l'activer directement dans le tour. Si jamais tu le poses et que tu le croues directement, à ce moment-là, oui, tu ne peux plus l'activer vu que ça devient une créature. Mais bon, a priori, tu le fais jamais vu que ça sert pas à grand-chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du deck? C'est quoi pour toi la philosophie d'un deck contrôle? Alors du coup, c'est vraiment un deck contrôle traditionnel ou à l'ancienne. On va principalement chercher à jouer des parties longues. Donc le déroulement classique d'une partie, ça va être réussir à poser des terrains à tous les tours. Donc dans les premiers tours, on va surtout chercher à survivre et à développer nos ressources. Vraiment, tout le début de partie, c'est je pose des landes, je gère les choses qui doivent être gérées sur la table, je pioche des cartes pour assurer d'une part qu'on réussira toujours à poser nos terrains et d'autre part qu'on réussira à avoir de quoi gérer ce que fait l'adversaire. Donc gérer ce que fait l'adversaire, soit avec des anti-bêtes, soit avec des contre-sorts. Une fois que la partie a avancé un peu, le but, ça va vraiment être de réussir à stabiliser le board. Donc en gros, faire en sorte soit que notre adversaire ait plus de créatures, soit faire en sorte qu'il ait un nombre de créatures suffisamment faible pour qu'on puisse le tenir, soit avec les jetons de Shorikai, soit avec nos bloqueurs, soit vraiment faire en sorte qu'il nous tape très très peu à chaque tour. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire ça, le but c'est vraiment de réussir à tuer l'adversaire en creusant le différentiel de ressources, donc en vraiment piochant beaucoup plus de cartes qu'il ne pourra nous en jouer. Une fois que la partie est complètement maîtrisée, on essaye de tuer d'une façon ou d'une autre. Rentrons maintenant un petit peu dans le détail, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler des cartes qui composent ton deck? L'objectif au début, ça va être de survivre, donc du coup on a beaucoup de cartes qui servent à ça. Dans les anti-bêtes, on a la panoplie classique des decks contrôle, à savoir des anti-bêtes ciblés et des anti-bêtes massifs.
En anti-bet massif, on a les 3 meilleures Vras. En gros, celles qui coûtent 4 mana pour détruire toutes les créatures. Donc Day of Judgment, Supreme Verdict et Wrath of God. Il est tout à fait possible d'en jouer plus. Personnellement, j'ai choisi de me limiter à 3 parce que, en fait, on aime bien voir une Vras dans la partie quand on est au stade où on stabilise, mais on n'est pas forcément obligé de vrasser le plus tôt possible. Surtout qu'à côté, on a tous les petits anti-bêtes qui permettent d'alléger la pression en début de partie. Les Council's Judgment, Oust, Prismatic Ending, Condemn, Swords to Plowshares, Unexpectedly Absent et Portable Hall, plus Mystic Subdual et Unfinize, qui sont vraiment les meilleures options en termes de coût et d'efficacité. À cela, on peut rajouter Wall of Omens et Hard Evidence, qui sont des très bons bloqueurs de début de partie. C'est équivalent à un anti-bet sans en être tout à fait un, dans le sens où ça bloque une créature tant que l'adversaire n'a pas géré la carte. Et on a aussi Solitude à 5 mana, qui est soit un Swords to Plowshares, pas du désespoir entre guillemets, mais qui permet d'avoir une interaction gratuite avec l'adversaire si on a besoin en début de partie, et sinon qui se casse très très bien à 5 mana, pareil pour gérer une bête tout en ayant un bloqueur lifelink. Donc à côté de ça, on a aussi un certain nombre de contre-sorts. C'est tous les contre-sorts qu'on voit classiquement jouer dans les decks contrôle. À un mana, on a Spell Snare, Force Spike et Mana Ties. Ensuite, on a tous les classiques à 2 mana, les Counterspell, les Negate, Loose Focus, Mana Leak, Tail's End, Miscalculation, Remand. Très très bien Remand. Ensuite, on a un peu de Counterspell à 3 mana. C'est le spot où on en voit le moins en général parce que ça reste un peu cher 3 mana comparé à l'efficacité des menaces d'early game, mais c'est vraiment très appréciable d'avoir un Counterspell qui contre tout, qui peut être jouable en début de partie tout en restant très bien en fin de partie. Archmage's Charm, qui est un peu dur à caster à cause de ces 3 bleus, mais qui reste quand même assez bien castable et très polyvalent. Absorb, qui est vraiment cancel plus gain 3 life. Et du coup, Force of Negation, qui reste une force. Et après, dans les contre-sorts un peu plus chers, on a Cryptic Command, Force of Will et Mystic Confluence. Ce sont des contre-sorts qui font du Card Advantage, et c'est aussi des contre-sorts qui ont une forte polyvalence et qui sont capables de gérer le board en mode boons plus pioche ou double boons plus pioche. Le grand absent étant Mental Misstep, que je n'aime pas trop jouer dans mes paquets contrôle. Est-ce que tu veux bien rentrer un petit peu plus dans le détail? En fait, Mental Misstep, je préfère la carte dans Tempo qui a vraiment besoin d'avoir des plays très très impactants au début. Après, dans Control, traditionnellement, on a des anti-bêtes de début de partie qui gèrent très bien la plupart des menaces des premiers tours, et du coup, c'est moins important absolument d'être capable d'attraper les cartes à un mana de l'adversaire. Typiquement, toutes les petites créatures agressives, les petits elfes et tout, c'est des cartes qu'on arrive assez bien à gérer autrement. C'est pas forcément obligatoire, c'est toujours agréable au niveau tempo de pouvoir les contrer. Mais si on n'arrive pas à les contrer, on arrive quand même assez souvent à les rattraper un peu plus tard. Ce que tu veux dire, c'est que pour bleu-blanc contrôle, c'est pas si important que ça d'avoir une réponse au tour 1 et que ça restera un mauvais top deck dans les autres cas? C'est juste qu'en fait, globalement, il y a des situations où oui, ça attrape le meilleur, enfin, ça attrape le spell le plus impactant que ça peut attraper tôt, et dans ce cas, c'est très bien. Mais il y a aussi beaucoup de situations où on n'a pas forcément envie d'attraper les premiers spells à un mana que joue notre adversaire parce que on sait que c'est pas ceux qui sont forts. Et du coup, derrière, la carte peine à trouver une cible. En fait, souvent, t'as pas forcément envie d'attraper un Isamaru ou un random de 2 pour 1 parce que tu sais que tu vas réussir à le gérer derrière, ou tu as peut-être déjà une carte pour le gérer derrière. Tu préféreras le garder pour attraper le petit sort de protection ou le Skull Clamp ou autre. Mais le problème, c'est que si cette carte précise ne vient pas, tu vas te retrouver avec un contre en main qui au final va finir par partir sur la première cible qui peut attraper, passer quelques tours, parce que sinon il y a trop de risques que la carte réussisse enfin ne soit pas impactante. Donc là, en soi, c'est pas forcément un drame de le jouer vu qu'on a Shorikai pour la recycler entre guillemets plus tard. Mais c'est une carte qui est très cutable, tout comme elle est très très jouable. C'est pas une erreur de jouer Mental Misstep et c'est pas une erreur de ne pas la jouer. C'est vraiment au choix du pilote et en fonction de ce qu'il a envie de faire avec. Autre catégorie de cartes qui permet de survivre en early game et qui est, je pense,
un des aspects les plus novateurs entre guillemets de cette version et qui est aussi un des aspects qui fait le plus polémique auprès des joueurs de Shurikai, c'est tout le package Life Gain. Dans cette version, on a choisi avec Florian Trott de jouer le plus de cartes permettant de gagner des points de vie, mais qui ne font pas que ça. Quand on joue contrôle, on a vraiment envie soit que nos cartes piochent des cartes, soit qu'elles fassent du mana, vu que c'est les deux choses qu'on a le plus envie de faire en début de partie, en plus de gérer les permanents de l'adversaire. Tous nos gain life font un autre effet essentiel au deck. Donc typiquement, Sunblade Samurai, qui est une belle carte de draft, en fait c'est 2 mana, on le défausse, on va chercher une plaine et on gagne 2 points de vie. Donc à côté de ça, on a le duo Revitalize et Renewed Face. C'est exactement pareil, c'est pour 2 mana, gagner 2 ou 3 points de vie plus piocher une carte. Renewed Face ayant aussi le mode bonus, juste 3 mana, gagner 6 points de vie, que j'ai utilisé que j'utilise quasiment à chaque fois que je joue contre mono rouge. On a aussi dans la base de mana un puissant Kabira Crossroads. Tapant de blanc quand il arrive en jeu, on gagne 2 points de vie. Et l'absorbe précédemment cité, qui est contrecarrer le sort ciblé, gagner 3 points de vie. Donc l'avantage en fait de gagner des points de vie, c'est que ça offre beaucoup de latitude sur le début de game, vu qu'on va descendre beaucoup moins vite en live contre les gens qui cherchent à nous agresser rapidement. Ça apporte en fait un coussin de sécurité qui nous permet plus de préparer nos cartes de manière à les avoir, en tirer le maximum d'efficacité. Typiquement, sur les anti-bêtes de masse, ça fait qu'on n'est plus obligé de la jouer le plus tôt possible pour conserver nos points de vie. Comme là, on a un coussin de points de vie, en fait, on peut se permettre d'attendre un peu plus longtemps, soit pour attraper plus de créatures, soit pour pouvoir raser la table en ayant un counter spell à côté pour éviter que notre adversaire repop du board derrière. Ça permet aussi, donc, contre les jeux qui ont de la reach, et du coup, c'est assez appréciable. Par exemple, sur mes dernières parties contre Red Deck Queen, j'ai stabilisé assez souvent aux alentours des 3-4 points de vie. Juste derrière, j'ai réussi à remonter à 8, 9 ou 10 points de vie, et du coup là on se dit bon bah ça va, même si notre adversaire top deck un Fire Blast ou une Bolt, bah, ça passe quand même. Ça permet vraiment de fermer les fenêtres plus efficacement. Et du coup dans le package Gain Life, on a aussi la dernière arrivée, Sphinx's Revelation, bah, qui est une carte emblématique de blanc-bleu contrôle, un gros piocheur à X qui fait aussi gagner X points de vie. Est-ce que c'est pas un peu une technique à la Florian Trott que de mettre des cartes gain de points de vie dans les decks contrôle, justement? Non, c'est quelque chose que je faisais un peu. Bah, enfin, je sais que typiquement Renewed Face, j'ai joué la carte en standard à l'époque, et ça m'arrivait des fois de la jouer dans mes vieux builds d'Augustin. Sphinx's Revelation, pareil. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement vu en standard, même à l'époque où il y avait le Teferi à 5 en standard, on voyait des Esper Control qui jouaient des Revitalize, des 3-4 pour 4 qui font discarder et gagner 3 points de vie en arrivant en jeu. C'est quelque chose qu'on voyait quand même, les gain life dans Control, tant que c'est pas des cartes qui ne font que gagner des points de vie, hein, c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de carte. Pareil, Absorb a été très joué en standard quand elle a été reprint. Donc non, ça vient pas forcément que de Florian Trott, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de bons joueurs de contrôle faire au final. Quand ça coûte pas grand chose de le faire, ça apporte vraiment une sécurité, un confort au niveau gameplay qui est assez efficace, hein. C'est pas forcément la chose la plus intuitive parce il y a quand même un gros stéréotype qui amène les gens à se dire que bah, gagner des points de vie c'est pas bien ou c'est pas assez bien. Les joueurs compétitifs ont un peu tendance à considérer que gagner des points de vie c'est une stratégie d'enfant, mais là c'est pas une stratégie en soi, c'est juste quelque chose qui s'incorpore très bien avec des cartes que le deck veut jouer et doit jouer. Donc du coup, c'est pas 100% gratuit, mais ça coûte pas très cher de le faire et les agros vont quand même très vite, hein. Les parties contre Karizev, elles sont elles sont quand même très accrochées, hein. C'est assez défavorable dans le sens où même si on arrive à stabiliser, on peut perdre très facilement sur n'importe quoi. C'est bien d'avoir un peu de contrôle sur les fins de partie. Ensuite, autre catégorie très importante pour le deck, bah, les gros piocheurs. Parce que certes, on a un gros piocheur en command zone, mais on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus pour assurer l'afflux de cartes en milieu et fin de partie, principalement parce que bah, les adversaires arrivent assez régulièrement à nous empêcher de l'utiliser en continu. On n'arrive pas systématiquement à poser Shurikai et à le garder sur table à vie. Donc c'est bien d'avoir bah, des moyens de générer du card advantage
à côté. Donc du coup, pour ça, on a les classiques Jace the Mind Sculptor et Teferi Hero of Dominaria. Donc vraiment les deux meilleurs arpenteurs à card advantage dans la couleur, qui font aussi office de kill sur les parties qui durent. Une fois que l'adversaire peut plus les toucher, on arrive à monter à leur ultimate. Dans les gros piocheurs, on a les classiques Factor Fiction, Memory Deluge, du coup Sphinx's Revelation dont j'ai parlé tout à l'heure, Mystic Confluence que j'ai abordé dans les counter spells, et une de mes pet cartes, Future Sight, qui est pareil, une carte pas forcément très très appréciée. Les gens ont tendance à penser que c'est 5 mana, je fais rien, mais comme on joue contrôle, on cherche plus des cartes dont l'impact sera continu tout au fil de la partie, et il faut quand même avouer que Future Sight, quand on arrive à la poser, à détaper avec et à la faire tenir sur table, c'est quand même une carte qui est très 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 dure à battre. Ça creuse le différentiel de ressources très rapidement. Ensuite, on a tous les petits cantrips qui permettent aussi bien d'avancer dans nos ressources, que ce soit en début de game, en fin de partie, ou vraiment tout au long de la partie. Donc là, cette fois, contrairement à la plupart des builds, à part les traditionnels Ponder, Preordain et Brainstorm, j'ai vraiment essayé d'avoir des cantrips qui avaient des petits effets bonus autres que juste de la sélection de cartes. Je préfère jouer gagner 2 ou 3 points de vie plus pioche une carte que scry 1 plus pioche une carte. Le but étant vraiment de pouvoir creuser tôt tout en pouvant faire un effet que le deck ne fait pas forcément très très bien à côté. Alors je crois que tu n'as pas parlé des kills du paquet. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus cette section du deck? Comme on cherche à tuer très très tard dans la partie, et une fois qu'on a complètement contrôlé la partie, on arrive à tuer à peu près sur n'importe quoi. Donc là, les kills, en plus des arpenteurs à 5, on a le gros spaghetti à 13 mana, Emrakul, le homard magique, Hullbreaker Aurore, et Emeria's Call, qui a l'avantage d'être un land qui de temps en temps réussit à se transformer en kill juste en payant 7 mana. Je fais 2 anges et les 2 anges joueront au bout. J'ai choisi de jouer des kills qui sont bien en mirror de contrôle, à savoir Emrakul et le homard, tout en restant correct contre aggro, même si c'est pas là où il brille le plus. L'avantage des kills, c'est que comme on kill très très tard dans la partie et quand l'adversaire n'a vraiment plus beaucoup de répondants, on peut vraiment se permettre de choisir n'importe quel kill. Au niveau des terrains, vraiment, on joue 43 landes. Je pense que pour du contrôle, 43, c'est vraiment un nombre bien. C'est possible de monter un peu, mais sachant qu'on a vraiment envie de lander naturellement à tous les tours sans avoir à courir après nos terrains ou sans avoir à utiliser nos cantrips sélectifs vraiment pour chercher ces terrains, c'est bien d'avoir le plus de terrains possible, sachant qu'en plus, maintenant, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de terrains qui ont du texte. Donc ça permet de jouer plus de terrains tout en réduisant les chances de faire une foule assez énorme. Donc au niveau des terrains, vraiment classiques, les nouveaux terrains Kamigawa qui sont très très bien justement, ils permettent d'avoir des spells entre guillemets dans la base de mana. Field of Ruin qui est là pour pouvoir gérer les manlands ou les landes pénibles. Minamo qui est vraiment très 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 forte avec le général, vu que du coup ça permet de détaper le général pour l'activer une deuxième fois dans le tour. Un magnifique Boonsland qui commence à pouvoir se permettre de revenir maintenant qu'il n'y a plus Wasteland dans le format. Donc il y a l'avantage de pouvoir remonter Mystic Sanctuary et Kabira Crossroads si on a envie de reprofiter de l'effet, ou remonter les terrains Kamigawa si jamais on a dû les lander en début de partie, histoire de pouvoir les utiliser pour leur côté spell ensuite. Je vois que tu as listé la carte Temple de la Fausse Divinité dans ton deck. C'est vraiment bien comme carte pour toi, ça? Temple de la fausse divinité, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne carte pour les contrôles bicolores. En fait, sachant que de base on voit un nombre de landes assez élevé, l'avantage de Temple of the False God, c'est que quand tu arrives au mid-game, ça te permet beaucoup plus facilement de séquencer un gros piocheur ou un spell interactif cher avec un counter spell ou un autre sort un peu moins cher. Ça permet beaucoup plus facilement de monter à Teferi plus backup ou Shorikai plus backup. Et du coup, c'est vraiment très très agréable d'avoir ce genre de terrain. Ça fait que vraiment passer, enfin, quand tu le tires, ça fait qu'à un moment, tu montes en mana, ça améliore grandement ta capacité à jouer 2 ou 3 spells dans un même tour. Donc niveau tempo, c'est très agréable. Dans la liste, j'ai remis Expedition Map que je jouais pas sur le dernier tournoi et que j'avais tendance à ne plus trop jouer dans mes contrôles, justement parce qu'on commence à avoir une petite toolbox utilitaire dans les terrains. C'est pas forcément inutile de d'avoir un tuteur pas trop cher pour aller chercher le bon terrain utilitaire
au bon moment. Là, typiquement, Expedition Map, dans cette liste, ça peut faire soit 2 anti-bêtes, soit Minamo qui permet de piocher beaucoup plus, soit gestion de terrain non base pénible, ou Mystic Sanctuary et Kabira Crossroads pour profiter de leur effet d'arrivée en jeu. Donc ça commence vraiment à faire des toolbox dans la mana base qui sont très bien pour tous les decks. Donc ces terrains, ouais, ils sont vraiment. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le jeu. Est-ce que justement ces cartes gain de points de vie que tu as rentrées dans ton deck rendent le match-up contre aggro beaucoup plus facile et beaucoup plus gagnable qu'avant? Les decks très très agressifs, c'est assez compliqué dans le sens où bah, les parties seront vraiment très très tendues. On va devoir beaucoup réagir à ce que fait l'adversaire en début de partie. On va forcément prendre des grosses mandales et du coup on va descendre assez bas avant de pouvoir réussir à stabiliser. Mais du coup, enfin, je trouve que c'est des match-ups qui sont assez équilibrés justement grâce au gain life, mais ça reste des match-ups très très compliqués qui peuvent se jouer sur une petite erreur. Comme beaucoup de mes listes, j'ai tendance à plus viser l'équilibre sur les match-ups, à savoir être moyen contre tout, pouvoir gagner plus ou moins n'importe quel match-up, tout comme je peux le perdre. Après, dans les match-ups que j'ai trouvé assez compliqués, il y a tous les match-ups tous les decks créatures qui ont un meilleur late game que nous. Donc en gros, tous les mid-range, We Value, les decks comme Grist, Golos Créature, vraiment des paquets qui arrivent à nous mettre sous pression sans avoir à jouer beaucoup de cartes, juste en nous grignotant petit à petit, soit parce qu'ils arrivent à réutiliser en boucle les effets d'arrivée en jeu de leur créature value, soit parce qu'ils réaniment très très souvent leur créature. Surtout qu'en plus, souvent, ces jeux ont des combos entre guillemets en backup. Grist, c'est un deck qui a contamination pour écraser les parties. C'est primordial de stabiliser sans laisser de fenêtre à l'adversaire. Et du coup, c'est des match-ups qui sont quand même assez compliqués. Et sinon, bah, tous les match-ups type Kinan, en gros, les paquets combos ou qui ont un énorme enabler de début de game, c'est des decks qui posent une question très très tôt et la question, si t'as pas la réponse, la partie peut s'abréger très très rapidement. D'ailleurs, le dernier tournoi que j'ai fait, j'ai perdu contre Kinan en demi, j'ai pris 2 fois combo T3. Bah, j'avais beau avoir la réponse, c'est pas passé quand même. Finalement, avec tout ce que tu dis, j'ai quand même l'impression que le deck reste très battable en fait. Ah, le deck est très très battable. Après, bah, il est nouveau, c'est un deck contrôle, donc les gens ont toujours tendance à le voir comme plus fort entre guillemets qu'il ne l'est en réalité, sachant que bah, c'est un peu le problème de Counterspell, c'est que quand tu prends des Counterspell, tu as tendance à avoir l'impression que bah, tu peux rien faire, que tes meilleures cartes vont jamais passer ou autre. Mais en fait, non, ça se passe pas dans la vraie vie, ça se passe pas si souvent comme ça. C'est quelque chose qu'on voit que quand on joue, mais en fait, on n'est pas si souvent serein que ça dans les parties. À partir du moment où l'adversaire fait des choses correctes un peu à tous les tours, on passe plus de temps à se demander comment on va réussir à s'en sortir que ah bah non, je suis tranquille là en fait, hein. Typiquement, enfin sur beaucoup de mes parties, je me contente de faire land go en espérant trouver une solution assez rapidement et en espérant que l'adversaire bah, aura un peu peur. Parce que ouais, la solution, on l'a pas toujours, et même des fois on l'a, ça suffit pas parce que l'adversaire est beaucoup, beaucoup trop fort en face, hein. Mais après c'est marrant parce que justement, quand tu discutes avec les gens, t'entends les gens qui disent ouais, j'avais l'impression de jamais réussir à pouvoir résoudre mes spells, je me demandais comment j'allais y arriver. Et tu te dis qu'en face, le joueur contrôle, il a passé sa partie à dire exactement la même chose. Ah, heureusement que je vais pas prendre trop de problèmes, heureusement que je vais tirer la bonne carte au bon moment. Donc en fait, les deux côtés de la table sont en train de serrer les fesses. C'est rigolo parce que du coup, oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le. Bah, quand t'es en phase de contrôle, tu te dis pas forcément ça, tu vois. Tu te dis pas qu'en fait C'est il est en ça, tu vois, galère. tu vois Control avec toutes ses cartes en main et tu te dis oh là là, je vais prendre une barrière, je vais jamais réussir à passer. Et de l'autre côté, tu vois la main du contrôle, tu te dis ouais, il y a des bonnes cartes, mais elles sont pas forcément adaptées à la situation, ou il y a un gros trou quelque part. Tu démystifies les decks contrôle, c'est bien. Ouais, non, après c'est sûr, il y a les parties où tu tires que des bêtes, où le mec a tiré tous ses anti-bêtes, ou alors les parties où le mec t'aligne 4 ou 5 comptes d'affilée. Ces parties, elles existent, mais c'est comme tous les decks en fait. Un deck aggro, il y a les parties où il est capable de te tuer tour 4 en Goldfish, il y a les parties où il va pas y arriver. C'est comme tous les parties, t'as les sorties où t'as tout, et t'as les sorties juste normales en fait. Et Control, ça joue beaucoup, beaucoup de sorties normales, hein. Ça fait quand même beaucoup de match-up négatifs. Est-ce qu'il reste quand même des match-up positifs pour Shorikai? Globalement, j'ai l'impression que les mirrors de contrôle sont pas forcément très compliqués. En fait, comme toujours, quand on joue contrôle, tes meilleurs match-ups, c'est souvent les decks où tu peux juste tranquillement faire land go, land go, land go, tout en
tout en sculptant ta main. Toutes les parties qui sont vraiment lentes sans avoir à gérer des menaces différentes sur toute la durée, c'est vraiment les match-ups les plus tranquilles, quoi. Au moins en termes de facilité de gameplay, hein. Comment tu positionnerais le deck en ce moment, justement? Je dirais que ça a le potentiel pour être tout en haut du tiers 2, soit le bas du tiers 1. Clairement, le deck a le potentiel pour être tiers 1. Bon, c'est blanc-bleu contrôle, c'est souvent, c'est pas impressionnant, mais c'est solide. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse un bon tiers 1, mais je pense pas que ça soit un deck qui soit réellement écrasant. Est-ce que tu penses que, comme le deck est nouveau, il peut y avoir différentes manières de le construire? Toi, tu as construit un bleu-blanc contrôle qui est très patient, finalement, Ouais. pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a d'autres façons de faire avec Shoreikai? Je pense qu'on peut très facilement jouer toujours un deck à tendance contrôle, mais plus mid-range, un deck qui aura plus de créatures type Devenser, Restoration Angel, True Name Nemesis. Bon, un deck qui ressemble un peu à Livio Malcolm, mais avec un bon outil de late game en command zone. Il y a des gens qui peuvent essayer de jouer moi contrôle combo, hein, Rip plus Helm. Je sais pas s'il y a d'autres combos envisageables aussi, mais c'est comme tout, de toute façon, quand on joue contrôle, c'est toujours possible. Comme le commandeur et la liste sont quand même très nouveaux, finalement, est-ce qu'il y a encore des cartes que tu as envie de tester, que tu as envie de voir ce que ça vaut dans ce genre de deck, ou tu es complètement arrêté sur la liste et pour toi c'est ces 99 cartes-là et rien d'autre? Oui, il y en a beaucoup. Bah là, déjà, par rapport à ma liste du tournoi, deux choses qui m'avaient manqué vraiment, c'était un peu de gestion de cimetière. Parce que justement, les decks qui ont du gros late, les decks créatures qui ont du gros late game, souvent ça passe par les cimetières. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de rentrer. Je comprends très bien que les gens aiment pas trop jouer d'anti-cimetière. C'est pas aberrant de ne pas en jouer. Moi, c'est vraiment du confort personnel. Je sais que les parties durent longtemps, donc j'aime bien avoir des moyens de couvrir des petits angles sur le long terme. C'est aussi pour ça que j'ai rentré Dresden, d'ailleurs, c'est que ça gère assez bien les effets d'arrivée en jeu pénible. Après, je trouve que le deck manque toujours un peu, typiquement un petit arpenteur pas trop cher, c'est assez dur à aller chercher en début de partie, les Teferi, Narset, Oko. Si on n'arrive pas à le contrer en début de partie, ça peut être dur à déloger du board quand même. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien avoir un petit anti-permanent de plus, mais j'ai rien trouvé de mieux que les rings pour l'instant. Et les rings, c'est pas archi fiable, surtout en ce moment, vu que les gens jouent beaucoup de disenchantes, parce qu'on a un véhicule à gérer en command zone. Il y a aussi Ezika qui existe toujours dans le format, ou Citis, donc c'est pas le plus fiable. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne solution à ça. Après, c'est toujours possible d'améliorer un peu soit le deck, soit contre aggro, soit contre contrôle, quand tu sais un peu plus à quoi ton field exact va ressembler. C'est beaucoup plus facile de placer ton curseur. Là, j'ai vraiment construit le deck à l'aveugle, donc en anticipant le field le plus large possible. En gros, c'est plus une version tout-terrain qu'une version très orientée contre certains archétypes, hein. Tu parlais des anti-cimetières à l'instant. Qu'est-ce que tu penses de la carte Terrain des Charognards, le terrain désert qui permet, en sacrifiant un désert, d'exiler tous les cimetières? Sauf à de rares exceptions, je préfère avoir ce genre d'effet en dehors de la base de mana parce que j'aime pas trop sacrifier mes terrains. Le désert est assez correct, mais j'aime bien que mes terrains fassent du coloré. Je préfère utiliser mes terrains pour faire du card advantage que du 1 pour 1 ou vraiment sur des effets qu'on a du mal à avoir dans le deck en fait. Je vois également dans ta liste que tu ne joues pas la grotte du dragon de Givre, ainsi que le hall des géants des tempêtes, hein, qui sont les deux animelands de l'extension Donjons et Dragons. Il y a une raison pour que tu les joues pas? Non, déjà parce que c'est assez souvent des tapelands et aussi parce qu'au final, ils sont assez chers à activer. En fait, on a souvent besoin d'utiliser notre mana pour gérer des cartes. C'est pas si facile que ça d'arriver de connecter avec et contre les paquets contrôle, ils ont quand même tendance beaucoup à prendre les anti-bêtes. Donc personnellement, je préfère jouer sans, mais pareil, c'est très possible de les jouer, hein, c'est pas mauvais. Je préfère avoir une base de mana qui assure un peu plus les colorés, qui assure un peu plus d'autres types d'effets bonus que de les jouer. Mais c'est une piste possible aussi. Pareil, une carte qu'on voit un petit peu en vogue et que je vois pas dans ta liste principale en tout cas, c'est Mott Douve, qui est Oui. une carte qui coûte un petit peu cher, hein. Et Ouais. est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'y est pas? Euh, alors du coup, je le jouais sur le dernier tournoi. Pareil, c'est un peu un kill en fait. C'est une carte qui est très bien pour fermer la fenêtre. Dès que tu vas commencer à stabiliser, tu vas le poser et ça va juste réduire très très fortement les chances que ton adversaire a de te tuer. Mais du coup, c'est très correct si tu as envie de le jouer. Ça peut très bien se jouer, mais c'est pas
essentiel au deck dans le sens où tu arrives à survivre sans ça. Et là, dans ma version, comme j'ai déjà les gains de points de vie pour fermer les fenêtres contre aggro, c'est pas obligatoire d'avoir un effet de ce style, que ce soit Motte ou Mitard, pour fermer les fenêtres. Mais après, oui, non, c'est très très envisageable, hein. Mais pour les gens qui n'ont pas le budget pour Motte, le deck est très jouable sans Motte. C'est pas la peine de se priver de jouer le deck juste parce qu'on n'a pas Motte. Typiquement, dans Ojutai, je trouve que Mode, c'est beaucoup plus important. Mais c'est pareil, c'est parce qu'il joue pas le, il joue pas le game life dans Ojutai. Du coup, on vient de parler de la carte la plus chère euh, de UI Control. Parlons peut-être un petit peu maintenant justement pour ceux qui déjà ne peuvent pas prendre Motte, mais peut-être pour certains ne peuvent pas prendre d'autres cartes du pack. Et il y a quand même quelques cartes qui sont assez chères dans ton deck, hein. On pense tout de suite à les Emrakul, Solitude, Snapcaster Mage. Est-ce que pour ceux qui ont envie de construire ce deck, mais qui ne peuvent pas se procurer ce genre de cartes qui sont un petit peu chères, est-ce qu'on a une optique budget qui est possible? Déjà, est-ce qu'avec une optique budget, on peut aussi essayer d'arriver au même niveau? Je pense que le deck peut être viable. Bon, ça sera clairement beaucoup moins fort, mais c'est possible d'avoir un jeu contrôle très correct, même si on n'a pas tout le budget pour récupérer toutes les grosses cartes. Vraiment, je pense que les grosses cartes les plus importantes sont Jace, Teferi et Force of Will, vraiment dans les cartes très 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 chères. Cryptic Command, c'est assez important aussi, mais pareil, c'est possible. C'est pas choquant de pas jouer Cryptic, hein. Force of Negation, c'est pas choquant de pas la jouer. Je la joue pas forcément dans tous mes decks contrôle d'ailleurs. Ça peut être un autre contresort à la place en fait, hein. Si vraiment on veut réduire le budget, faut accepter que ça sera juste un peu moins forte, mais il faut essayer de mettre des cartes qui remplissent la même utilité. Donc l'avantage Emrakul et Solitude, c'est que l'utilité est assez facilement remplaçable. Genre Emrakul, on peut mettre Shark Typhoon à la place, on peut mettre Ojutai, on peut mettre un autre kill. On perdra peut-être un peu en efficacité dans le sens où Emrakul, ça a l'avantage d'être quand même assez impitoyable en mirror de contrôle, mais on arrivera quand même à tuer les gens assez tranquillement. En Solitude, on peut jouer par exemple Wandering Emperor qui vient de sortir, qui est une carte assez intéressante que je ne joue pas parce que j'ai du mal à vraiment l'évaluer. A priori, j'ai envie de dire que c'est une vraiment bonne carte, mais sinon ça peut être un Palace Jailer, ça peut être un autre anti-bet. Il n'y aura pas une si grosse différence que ça. C'est possible de remplacer les bilans et les fetch par d'autres terrains blanc-bleu un peu plus budget. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ça va être dur de jouer Mystic Sanctuary, qui a quand même besoin des fetch et des bilans pour être vraiment fiable. Sachant que l'idéal, quand même, c'est de réussir à garder une densité de terrain bicolore importante. Mais après, bah oui, on peut jouer avec des taplandes. En plus des taplandes blanc-bleu, il y en a beaucoup. D'ailleurs, on a réfléchi avec Florian presque à jouer les taplandes blanc-bleu qui font gagner un point de vie en arrivant en jeu. D'accord. C'est pour dire à quel point on place le gain de points de vie assez haut dans les choses importantes dans le deck. Pareil, si jamais on récupère les fetch petit à petit, je conseille de récupérer les fetch bleus en priorité vu qu'ils permettent de trouver Mystic Sanctuary. On peut jouer bicolore budget, après il faut juste, comme dans les options budget au niveau terrain, il y a beaucoup de tapland, ça demande aussi de travailler un peu plus la curve. Tous les spells à 4, 5, 6, faut savoir qu'on les jouera très souvent 1 ou 2 tours plus tard que ce qu'on aurait pu faire d'habitude. Et du coup, ça demande de jouer un peu plus de réponses pas chères, quoi. Parlons un petit peu de la place du deck dans la méta en général. Toi, tu le vois comment, Shorikai, en ce moment? C'est vraiment un bon deck. Peut-être un poil moins solide que les contrôles qui ont accès à plus de couleurs, mais c'est vraiment un très bon deck contrôle et c'est vraiment bien d'avoir un contrôle bicolore qui a la possibilité d'arriver en haut du format. Même à l'époque du 30 life, bleu-blanc contrôle, sur la deuxième moitié du 30 life, on le voyait pas trop, hein. Ça se voyait un peu moins parce que je faisais l'effort d'essayer de m'accrocher à grand arbitre, mais c'était pas vraiment une foudre de guerre, quoi. Je veux dire, on s'est quand même bien moqué de moi pendant longtemps parce que je jouais encore grand arbitre, hein. Non, c'est toujours bien en vrai. Bah, C'est juste pas simple. il y a Inata aussi maintenant, si tu veux rajouter encore plus de choses. Inata, je trouve ça cool. Bah après, j'ai joué Ruan, hein, donc tu me proposes mieux que Ruan, ça me plaira forcément de base. Tu as exploré toutes les possibilités du duel commander. J'ai exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Des choses bien, des choses pas bien, surtout des choses pas bien, soyons honnêtes. Mais ouais, non, j'ai exploré beaucoup de choses, hein. C'est sympa, c'est ça qui est cool dans ce format aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer en fait. C'est presque plus drôle de réussir à atteindre quelque chose de compétitif avec des choses qui sont pas trop explorées
que juste de prendre une liste archi compétitive pour réussir à arriver au meilleur résultat. Moi, personnellement, ça m'a toujours plus amusé de réussir à perfer avec des trucs moins bien que de perfer avec des trucs vraiment forts, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est plus intéressant de chercher la victoire par soi-même. Il y a quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus gratifiant finalement de chercher une liste toi-même, d'essayer de la monter et d'après et de faire quelque chose avec derrière et de se dire bon bah en fait ça va, je me suis pas trop planté, quoi. Je crois que le tournoi où je me suis le plus fait chier dans l'histoire du Duel Commander, c'est celui où je jouais Tassigur. Et ouais, le deck était très bien, mais les parties étaient juste pas intéressantes, quoi. Tu t'assois à ta table, tu vois le général de ton adversaire et tu fais ah ben j'ai gagné. Eh ben merci Mars en tout cas d'être venu présenter ta liste et ce général. J'espère en tout cas Oh. que tu vas pouvoir réussir à faire des choses. Est-ce que tu as des tournois qui sont en vue prochainement? Du coup, un petit tournoi local cette semaine, mais sinon, à part ça, bah, ça sera probablement le deck que je sortirai sur les gros tournois, soit en avril, soit en mai. Ce week-end, on a le tournoi des apps de Palaiso qui va se dérouler. Alors toi, tu peux pas y aller, mais si tu avais pu venir, est-ce que tu serais venu avec Shorikai? Je serais venu avec ce deck-là, hein. À chaque fois que j'ai joué blanc-bleu, j'ai toujours eu une confiance assez aveugle dans le deck, mais après, c'est parce que dans tous les formats, j'ai beaucoup joué blanc-bleu aussi. Donc, j'ai plus confiance quand je prends blanc-bleu contrôle, même si le deck est pas forcément au top du format, qu'en prenant n'importe quel autre deck. Le deck fait ce que j'ai envie de faire. Il est pas impressionnant, mais il est quand même très solide. C'est un deck que j'aime beaucoup jouer en tout cas. Mais bon, il y a marqué piocher plein. Piocher, c'est bien. Ça fait rêver beaucoup de joueurs, ça. D'ailleurs, la modale dual card, tu la joues pas, la mythique bleue? Non, parce que c'est dur de trop en jouer en fait. Faut faire des choix à chaque fois, c'est un peu compliqué. Mais ça pourrait. C'est juste que je cherche enfin, j'avais envie de garder une certaine densité d'îles pour avoir des Mystic Sanctuary pas trop mauvais. Donc du coup, ça oblige à jouer une densité d'îles de base un peu plus importante que ce qu'on pourrait se permettre si on n'avait pas Mystic Sanctuary. Mais ça me choquerait pas pareil, ça me choquerait pas de la jouer, surtout maintenant qu'on a un Boonsland pour pouvoir la récupérer. Eh ben, merci Mars, en tout cas, d'être venu présenter cette liste. Aucun problème, c'est avec plaisir, hein. Je te souhaite bon courage et tout le bonheur, tout le plus grand bonheur pour toi de gagner des points de vie piochés et arriver loin avec cette liste, avec ce deck. Si jamais les gens ont des questions, qu'ils peuvent poser évidemment en commentaire, mais s'ils veulent te retrouver quelque part, où est-ce qu'ils pourraient te retrouver? Oh, je suis retrouvable sur Discord, que ce soit le Discord du comité, le Discord Biquette. Et après, sinon, on peut très facilement me retrouver sur Facebook aussi, hein. Les gens arrivaient très bien à me trouver quand j'étais membre du comité, donc je suis assez présent sur tous les supports online pour répondre aux gens de toute façon. Donc, faut pas hésiter à poser des questions. Bah voilà, bah je pense que c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que la deck tech vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres idées générales que vous avez envie de voir ou d'essayer de comprendre de comment le deck fonctionne, quelle est un peu la mécanique qui fonctionne autour de ce pack-là. Bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis toujours à l'affût d'idées pour trouver des généraux qui peuvent plaire à la communauté. Moi, on se retrouvera, ben, j'espère, le mois prochain pour une nouvelle deck tech et pour encore plus au fil de l'année. Puis on va vous laisser là. On va vous dire à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye! Au revoir tout le monde!